Alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza est plus catastrophique que jamais, Israël fait face à un isolement grandissant, avec notamment menaces de sanctions de la France, du Royaume-Uni et du Canada, remise en cause d'un accord entre Israël et l'Union européenne ou encore distance des États-Unis. Mais alors jusqu'où les alliés historiques d'Israël sont-ils prêts à aller pour faire pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou et quel rôle peuvent-ils jouer dans la situation actuelle? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. C'est donc un durcissement de ton envers Israël qui est inédit depuis le mois d'octobre 2023. Emmanuel Macron et les premiers ministres britanniques et canadiens ont promis qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux actions du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Gaza. Ils ont menacé, je cite, de mesures concrètes si Israël, je cite, ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l'aide humanitaire. Ils ont par ailleurs dénoncé des actions scandaleuses du gouvernement israélien. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron parlait de honte en évoquant les actions d'Israël. Alors on en a déjà parlé, on va en reparler après, ces mots, ils sont jugés insuffisants par de nombreuses ONG et de nombreux activistes, mais tout de même, factuellement, on peut observer qu'il y a un changement de ton du côté d'alliés historiques d'Israël. Alors sur le sujet de l'aide humanitaire, qui était donc bloquée par l'armée israélienne depuis le 2 mars et qui menait à une situation absolument catastrophique, il y a environ 90 camions d'aide humanitaire qui sont entrés à Gaza pour la première fois depuis 2 mois et demi ce mercredi. C'est ce qu'ont annoncé les Nations Unies, alors qu'ils étaient donc bloqués par l'armée israélienne. Mais l'Organisation des Nations Unies considère tout de même qu'il s'agit, je cite, d'une goutte d'eau dans l'océan et reproche à Israël d'entraver cet acheminement et de faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de camions. Alors pour revenir à cette déclaration des dirigeants canadiens, britanniques et français, on ne sait pas exactement quelles mesures ils souhaitent prendre, mais on peut tout de même noter qu'il y a eu des premiers éléments. Par exemple, le Royaume-Uni a déjà suspendu ses discussions pour un nouvel accord de libre-échange avec Israël. Ils ont par ailleurs imposé des sanctions contre des colons israéliens violents en Cisjordanie. La Cisjordanie qui est donc un territoire palestinien qui est en partie occupé. Et certains pays européens comme la Suède plaident de leur côté pour des sanctions ciblées directement contre certains ministres israéliens. Mais l'élément peut-être le plus important en matière de changement de ton et de discours de la part des alliés historiques d'Israël, il concerne un accord entre l'Union européenne et Israël. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait lancer un réexamen de son accord d'association avec Israël. C'était donc en fait un traité de coopération qui est en vigueur depuis le début des années 2000 et qui encadre aujourd'hui les relations économiques, politiques et diplomatiques entre les deux parties. C'est donc un accord qui visait à rapprocher en quelque sorte les deux régions. Mais donc au vu de la situation à Gaza, c'est plus précisément l'article 2 de cet accord qui interroge les pays européens, puisque cet article 2 de l'accord, il prévoit, je cite, que les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions de l'accord lui-même sont fondées sur le respect des droits de l'homme. Fin de citation. Beaucoup de pays européens estiment donc qu'en raison des agissements de l'armée israélienne à Gaza, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, l'armée israélienne a intensifié son offensive à Gaza et ses bombardements massifs, affirmant vouloir désormais prendre le contrôle total de l'enclave palestinienne. L'objectif officiel affiché, il reste l'élimination du Hamas et la libération des derniers otages, sauf que sur le terrain, les frappes, elles touchent aussi massivement les civils. La majorité des victimes des bombardements récents sont des femmes et des enfants, selon la défense civile de Gaza et selon l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, depuis le 7 octobre 2023, au moins 53 486 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. Ce sont des chiffres du Hamas, mais c'est un bilan qui est jugé fiable par l'ONU et par les organisations qui sont présentes sur place. Par ailleurs, toute la population à Gaza fait face à un risque critique de famine. On a déjà eu l'occasion d'en parler ces derniers jours, et là aussi, c'est des éléments qui sont fiables, rapportés notamment par des ONG, mais aussi par l'ONU, dans un rapport sorti récemment. Enfin, des propos ont fortement inquiété la communauté internationale. Par exemple, le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben-Gvir qui a déclaré à plusieurs reprises vouloir, je cite, restaurer la souveraineté juive sur Gaza et encourager le retour des colons. Fin de citation. On a aussi le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich qui déclarait il y a quelques jours, je cite, nous prenons le contrôle de Gaza pour y rester et ce, même en cas d'accord sur les otages. Des craintes donc de nettoyage ethnique ou de génocide. Ce terme de génocide n'étant pas employé par exemple par Emmanuel Macron, mais il est employé par des ONG de défense des droits humains, notamment Amnesty International ou encore Human Rights Watch, alors que le gouvernement israélien dément ces accusations. Bon, mais pour revenir à cette histoire d'accord, cette remise en cause de l'accord entre Israël et l'Union européenne, c'est vraiment une pression diplomatique inédite de la part des Européens depuis de nombreux mois. Selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, une forte majorité d'États membres sont favorables à cette mesure, et c'est aussi le cas de soutien traditionnel d'Israël comme l'Autriche
l'Autriche, la Slovaquie ou encore la Pologne. La France aussi est favorable à un réexamen de cet accord. Et c'est quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal, en l'occurrence, à Israël. Pourquoi ? Parce que plus de 30% des exportations et 35% des importations d'Israël dépendent aujourd'hui du marché européen. C'est donc des échanges commerciaux qui pourraient être remis en cause s'il y a une remise en cause de cet accord. Et sachant qu'a priori, il ne faut pas une décision unanime de tous les États membres sur ce sujet-là, mais plutôt un consensus avec une majorité qui pourrait être suffisante. On aura l'occasion d'en reparler. Alors tout cela se déroule dans un contexte par ailleurs tendu, avec notamment en début de semaine l'autorité palestinienne qui a diffusé une vidéo et accusé, ça s'est passé ce mercredi, des soldats israéliens d'avoir ouvert le feu à balles réelles sur des diplomates étrangers, dont un Français qui participait à une visite à Jénine dans le nord de la Cisjordanie. Alors suite à cela, l'armée israélienne a reconnu avoir effectué des tirs de sommation selon eux, après que des diplomates ont, je cite, dévié de l'itinéraire approuvé, indiquant par ailleurs qu'aucun blessé ni dommage ne sont à déplorer. Mais c'est un incident qui a encore plus tendu les relations et alimenté les critiques des Européens. La France a notamment prévu de convoquer l'ambassadeur d'Israël après ces tirs jugés inacceptables. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot. Et ça c'est côté européen. Il faut quand même noter aussi que du côté américain, ces dernières semaines, l'administration de Donald Trump affiche une politique de plus en plus indépendante en quelque sorte au Proche-Orient, avec une sorte de distance vis-à-vis d'Israël. Par exemple, lors de sa tournée au Moyen-Orient ces derniers jours, le président des États-Unis Donald Trump a privilégié des relations économiques et stratégiques avec des acteurs comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore les Émirats Arabes Unis, mais sans passer par Israël. Alors pour nuancer tout de même cette forme de distance entre les États-Unis et Israël, il faut noter que les États-Unis n'ont pas rompu leur alliance stratégique avec Israël. Ils continuent à soutenir le droit d'Israël à se défendre. Ils continuent aussi à livrer des armes à Israël, mais tout de même, factuellement, on peut noter une forme de distance qui a été opérée ces derniers jours. Dernier élément que l'on peut noter là-dessus, au-delà de la situation donc internationale, cette pression internationale, elle a aussi des répercussions en Israël. Déjà, on peut noter qu'une partie importante de la population craint un isolement international du pays qui pourrait devenir, selon certains, un état paria, donc un état en quelque sorte de plus en plus isolé du fait des agissements à Gaza. On peut noter aussi qu'il y a des manifestations qui se multiplient, y compris d'ailleurs des familles d'otages israéliens toujours captifs par le Hamas à Gaza et qui remettent en cause la stratégie du gouvernement israélien. En tout cas, face à ces critiques, le gouvernement israélien reste inflexible. Il accuse les pays européens, en particulier la France, le Royaume-Uni et le Canada, d'encourager indirectement le Hamas par leur prise de position. Enfin, avant de vous laisser avec Blanche pour les actualités en bref, je voulais vous faire aussi un dernier point concernant cette attaque dont on a entendu parler ce matin à Washington, aux États-Unis. 2 employés de l'ambassade israélienne ont été tués par balle mercredi soir près du musée juif de la ville. Les 2 victimes, Yaron Lishinsky et Sarah Lynn Milgrim, un couple, sortaient d'un événement organisé au musée par le comité juif américain. Ils auraient ensuite été abattus par un homme qui avait été vu en train de faire des allers-retours devant le musée peu avant. C'est un suspect âgé de 30 ans qui sera ensuite entré dans le musée où il a été arrêté par la sécurité de l'événement. Au moment de son arrestation par la police, il aurait sorti un kéfier rouge et crié à plusieurs reprises « Free Palestine » selon le chef de la police. Alors le président des États-Unis, Donald Trump, a condamné, je cite, ces horribles meurtres qui sont, je cite, évidemment motivés par l'antisémitisme. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi qualifié l'attaque d'antisémite, ajoutant selon lui que ce meurtre est lié, je cite, à une incitation sauvage à la violence contre Israël. En France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé un acte odieux de barbarie antisémite. Et on peut noter que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a demandé au préfet en France donc de renforcer la surveillance des sites liés à la communauté juive française. On continuera évidemment à suivre la situation là-dessus. En tout cas, évidemment, on continue à vous tenir au courant ici, mais aussi sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un point sur la situation en Ukraine. Plus de 50 000 personnes ont été arrêtées pour avoir tenté de fuir illégalement l'Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle par la Russie en février 2022, selon le service des gardes-frontières locales. En fait, en Ukraine, la loi martiale est entrée en vigueur depuis février 2022. Il s'agit d'un dispositif pris en cas de crise très importante dans un pays et qui permet d'appliquer des règles spéciales. L'une de ces règles, c'est que tous les hommes en bonne santé entre 18 et 60 ans ont l'interdiction de quitter le pays pour pouvoir être mobilisés sur le front si besoin. Mais donc depuis 2022, autour de 49 000 personnes ont été arrêtées en tentant de franchir la frontière illégalement pour tenter d'échapper à la mobilisation. 4 000 autres ont été arrêtés lors de leur passage via des points légaux, mais aussi avec l'aide de faux documents. En parallèle, la chaîne TV américaine
CNN a dévoilé ce mercredi des documents qui prouveraient que l'armée russe a exécuté des soldats ukrainiens qui s'étaient pourtant rendus, ce qui est interdit par le droit international et constitue un crime de guerre. Une agence de renseignement américaine affirme avoir authentifié ces documents qui seraient crédibles et cohérents avec des exécutions brutales déjà documentées. Deuxième actu, les finances des hôpitaux publics ont connu une très nette détérioration en 2023, selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques rendu ce lundi. Le déficit global est estimé à 2,4 milliards d'euros, presque 2 fois plus qu'en 2022. Cette somme représente 2,3% des recettes des hôpitaux publics, c'est-à-dire de l'argent qu'ils ont reçu. C'est le taux le plus haut depuis le début des observations en 2005. Concrètement, ce fort déficit signifie qu'il y a moins de moyens dans les hôpitaux, notamment pour le recrutement de personnel ou l'achat de matériel, et donc forcément une situation dégradée pour les soignants et les patients. Selon le rapport, cette dégradation sans précédent peut en partie s'expliquer par la sortie des dispositifs d'aide exceptionnelle face à la crise du Covid, couplée à une augmentation des dépenses. Le seul point positif, c'est que la dette des hôpitaux publics diminue. Elle représente désormais 45% de leurs ressources à long terme, et malgré ça, la part des établissements surendettés augmente de nouveau légèrement après une baisse en 2022. Troisième actu, le Parlement a définitivement adopté ce mercredi soir la proposition de loi qui vise à interdire le démarchage téléphonique sans consentement du consommateur. La loi entrera en application en août 2026. En fait, jusqu'à présent, le démarchage téléphonique était autorisé par défaut auprès de tous les consommateurs, sauf s'ils étaient inscrits sur la liste Blocktel. Mais à partir de l'été 2026, les démarcheurs devront obtenir au préalable le consentement des consommateurs avant de les appeler. Et ce sera désormais à l'entreprise qui cherche à vous contacter de prouver que vous avez donné votre accord à ce type de démarchage. Attention, il existe quelques exceptions, on pourra continuer à vous appeler sans accord préalable dans le cas de contrats déjà souscrits par le consommateur. En tout cas, ceux qui ne respectent pas cette nouvelle loi s'exposent à une forte amende, jusqu'à 500 000 € pour une personne seule et 20% du chiffre d'affaires annuel pour une entreprise. Quatrième actu, le Bitcoin, l'une des crypto-monnaies les plus connues au monde, a atteint cette semaine un nouveau record de valeur avec un pic à 110 000 $. Ça veut dire que si quelqu'un possédait un Bitcoin au moment de cette valorisation, il pouvait le vendre pour 110 000 $, ce qui marque un sommet historique pour cette crypto-monnaie. Le précédent record datait de janvier dernier et il était autour de 109 000 $. Ce pic record est lié à un climat favorable à la crypto-monnaie. Aux États-Unis, les démocrates et les républicains ont trouvé un accord sur une potentielle loi de régulation des stablecoins, une crypto-monnaie réputée plus stable et plus adaptée pour des paiements dans la vie de tous les jours. Le texte devrait bientôt être approuvé. Ce record de valeur a lieu après une baisse très forte du Bitcoin en avril, liée notamment aux droits de douane instaurés par Donald Trump. Et enfin, dernière actu, l'expérimentation du retour de la consigne de verre en France va avoir lieu à partir du 12 juin dans 4 régions, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Concrètement, ce système permet de rapporter les contenants en verre dans des points de collecte contre une petite somme d'argent qui sera de 10 centimes pour les petits contenants et 20 centimes pour les gros. Il sera possible de récupérer cette somme sur sa carte bleue ou en bon d'achat. Le but, c'est de réutiliser ou recycler les contenants en verre récupérés tout en incitant à limiter la consommation d'emballages en plastique. La consigne était un concept très répandu en France, mais il a disparu dans les années 90 avec le développement des emballages en plastique. En Alsace, où la pratique se fait encore aujourd'hui, 25 millions de bouteilles consignées sont vendues chaque année. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors je sais pas, vous préférez lire les actus plutôt que les écouter ou les regarder, notre format newsletter pourrait vous intéresser. Chaque jour, vous avez l'essentiel de l'actualité avec à chaque fois des liens pour en savoir plus. Pour vous abonner à cette newsletter, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.